www.fmliberté.com. Bloquez votre radio et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Vous êtes sur FM Liberté, la référence en ligne. Fidèles auditeurs de FM Liberté, radio de la diaspora africaine, bonsoir et bienvenue dans cette émission Parole à la diaspora. Après plusieurs semaines de pré-campagne et après de nombreuses hésitations dans l'organisation du scrutin présidentiel par la Commission électorale nationale et autonome Sénat, la campagne électorale a officiellement démarré le vendredi 19 février dernier pour le compte du premier tour de l'élection présidentielle du 6 mars prochain. Ainsi donc, pendant 15 jours, les candidats et leurs états-majors sont désormais autorisés à aller à la conquête de leur électorat, les convaincre et à rallier le plus grand nombre d'électeurs à leur cause. À Cotonou, comme dans tout le pays d'ailleurs, sans oublier la diaspora, la campagne bat son plein. De géants meetings et caravanes sont organisés de part et d'autre. Il faut noter que 112 heures après le démarrage effectif de cette campagne, l'atmosphère est tendue d'un côté comme de l'autre. Le week-end dernier, Boni Yaïch, en déplacement dans le département de l'Ouest-Plateau, précisément dans la ville de Sakété, a profité une fois encore pour régler ses comptes, notamment avec les deux hommes d'affaires, à Patrice Talon et à Javon Sébastien, qui constituent aujourd'hui une casse-tête pour l'équipe Zinsou. De l'autre côté, Adjavon Sébastien a s'arrêté le lendemain, qui dénonce l'incompétence de l'actuel chef de l'État béninois et sa gestion chaotique du pays, qui est condamné par la corruption dans tous les secteurs d'activité. Dans le septentrion, on apprend que des affrontements ont eu lieu entre les militants ABT, c'est-à-dire le candidat Abdoulaye Biochane, et ceux de l'Alliance républicaine qui soutiennent la candidature de Lionel Zissou. Des kidnappings, selon certains leaders politiques, seraient enregistrés dans le pays. Alors, chers amis auditeurs de FM Liberté, les questions qui se posent aujourd'hui à nous: a-t-on besoin d'une campagne électorale agitée par des violences? Quel est le message des états-majors des partis et des candidats à leur électorat face à la violence? Boni Yaïch doit-il se retirer de la campagne vu son impopularité croissante et permettre à Lionel Zissou d'avancer? Pourquoi l'avion de ABT, Abdoulaye Biochane, n'a pu se poser sur le tarmac de l'aérodrome de Parakou, où l'attendait une foule immense pour accueillir son leader? Quel décryptage faites-vous des projets de société de certains candidats déjà passés sur l'ORTV, la chaîne de radio nationale du Bénin, comme Patrice Talon, Biochane et Adjavon? Pourquoi le silence de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme? À quel jour le maire de la ville de Ouidah, Séverin Adjobi, actuel locataire de cette mairie? Nous allons également parler, si vous le permettez, du ralliement de Mariam Boni Diallo, qui lâche Boni Yaïch et se rallie finalement à Pascal Irénée Koupaki. Et beaucoup d'autres sujets seront débattus au cours de cette émission. Pour répondre à ces questions, Parole à la diaspora a invité pour vous, chers auditeurs, quelques béninois de la diaspora, parmi lesquels M. Galilée Sabouran, qui nous vient du Texas, M. Hervé Nyakadja, qui est étudiant en communication politique. M. Nyakadja est également le représentant de la cellule de communication du candidat Patrice Talon. Nous aurons également, si tout va bien depuis l'Afrique, M. Fagla Mac-Henry, qui est un expert de la vie politique béninoise, et également M. Mac Wissou depuis Montréal au Canada. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez intervenir dans cette émission en composant tout simplement le 312 508 39 69. Et également, je rappelle que tout à l'heure, nous aurons depuis Cotonou l'envoyé spécial d'Ali Ange de votre radio préférée,
FM Liberté, radio de la diaspora africaine pour le point des événements en cours de l'autre côté du Bénin. Pour écouter également, vous pouvez écouter également en direct cette émission en tapant le www.FM Liberté, radio de la diaspora africaine, ou composer le 312 348 51 59. Également, vous pouvez également aller sur notre page Facebook FM Liberté, radio de la diaspora. Vos messages sont aussi attendus sur la page Facebook de l'émission Parole à la diaspora pour vos commentaires. FM Liberté, l'esprit du patriote. Alors, chers amis, invités, une fois encore, bonsoir et bien merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question s'en va à Monsieur Sabouran Galilée depuis le CESAS. Monsieur Sabouran Galilée, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Boubi. Bonsoir, chers auditeurs. Voilà, Monsieur Sabouran Galilée, vendredi 19 février dernier, la campagne électorale a démarré à Cotonou et depuis, nous constatons une tension dans le pays, surtout dans le nord du Bénin, entre des militants pro-Zissou et pro-Biotchadé. Monsieur Galilée Sabouran, puisque vous êtes un homme averti de la politique béninoise, qu'est-ce qui explique cette violence juste 3 jours après le démarrage de cette campagne électorale? Monsieur Boubi, merci pour cette question. Bon, comme nous l'avons tous suivi ce week-end, il y a eu quelques échauffourées qui ont été reportées et les médias sociaux justement aussi s'en sont fait des choux gras de cela. Pour être franc, rien n'explique une telle atmosphère pendant une campagne électorale puisque après tout, une élection présidentielle, c'est un moment de joie pour désigner le leader d'un pays. Donc, à ce que certains rapporteraient, les candidats, des manifestants de ABT ont été pris à partie à Djougou par certains de manifestants de l'Alliance républicaine et aussi l'avion présidentiel de ABT a été empêché d'atterrir à Parakou à cause de la présence du chef de l'État. Nous déplorons ces situations parce que généralement, chaque candidat devrait quand même communiquer son programme et les leaders locaux devraient organiser la venue de chaque candidat afin que chaque candidat puisse s'exprimer. Mais force est de constater que actuellement la tendance est que il y a vraiment de l'animosité dans l'air au pays durant cette campagne parce que chaque camp veut pouvoir marquer le territoire. Il y a le camp présidentiel avec l'Alliance républicaine qui est dirigée par Zissou et la ABT aussi qui ne se laisse pas faire. Il y a Talon, il y a Adjavon qui tous se battent sur le terrain pour pouvoir prendre la relève. Je pense que cette campagne, quand même, c'est une des campagnes qui marquera l'annale politique du Bénin parce que vraiment, l'élection est une élection vraiment primordiale et ce qui est sûr, nous laissons la parole aux autres éditeurs d'abord et nous pourrons revenir dessus. Merci à vous, Monsieur Galilée Samoa. Alors, Monsieur Hervé Yakaja, je sais que vous êtes un homme averti également de la vie politique béninoise. Dites-nous, Monsieur Yakaja, est-ce qu'on a besoin d'une campagne agitée de violence? Merci, Monsieur Zissou. Je crois que vous me recevez très bien. Bien sûr, je vous reçois, Monsieur Yakaja. Très bien. Depuis Chicago, je vous remercie. D'abord, je remercie le promoteur de la chaîne, ce qui nous permet de s'affirmer, de donner notre point de vue de par le monde. Parce que la radio, je l'écoutais depuis que j'étais à Cotonou et ça me faisait plaisir d'entendre la voix de mes compatriotes à des milliers de kilomètres. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Deuxième point que je tiens à souligner d'abord avant de me prononcer,
c'est que je remercie tous les frères, les amis, les compatriotes qui se sont réunis ensemble avec moi aujourd'hui pour discuter de la question de la vie politique de notre pays, ce que nous avons de commun. Vraiment, je vous remercie d'avoir laissé de vos temps pour venir consacrer quelques minutes pour la chose publique. Alors ainsi, je vais à la question de M. Zinsou. Ce qui se passe au pays à l'instant, le pays que je viens de quitter il y a quelques jours, est déplorable, est regrettable. Je vais le souligner sous deux angles. Le premier aspect que je tiens à souligner, c'est quoi? Nous n'avons pas besoin de ça. Le Bénin n'a pas besoin de ce qui se passe à l'intérieur du pays à l'instant. Pourquoi nous n'avons pas besoin de ça? Parce que nous ne sommes pas des hommes de la violence. Le Bénin n'a jamais organisé des élections dans une telle violence. Ça, d'abord, c'est pour la première fois et c'est un flagrant délit. Deuxième aspect que je tiens à souligner est que ceci se passe au vu et au su de toutes les autorités compétentes de notre pays. D'abord, il n'y a jamais eu de condamnation. Personne ne s'est prononcé pour protester. Véritablement, je parle des autorités à divers niveaux. C'est-à-dire quoi? Que ce soit nos commissaires de police, que ce soit nos hommes de la société civile, que ce soit les chefs des grands partis politiques, que ce soit les présidents des institutions de nos pays, aucun jusque-là ne s'est prononcé publiquement pour dénoncer l'aspect violent de la chose. C'est ça ce qui m'attriste le plus. Puisque toutes ces institutions organisées qui constituent notre République se taisent devant ces actes qui sont vraiment regrettables pour notre démocratie. Je ne peux que m'arrêter là d'abord pour que nous évoluions très bien dans le débat. Mais en bref, c'est regrettable pour notre démocratie, c'est regrettable pour notre pays. Et je prie pour que ça cesse le plus tôt que possible afin que nous allions vraiment aux élections dans la paix et dans la quiétude totale. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Hervé Yakadia. Je vais me retourner vers monsieur Samoura Galilée. Monsieur Samoura Galilée, dites-nous, qu'est-ce qui explique alors ce silence de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme face à cette violence que nous observons depuis 112 heures au Bénin? Bon, monsieur Zinsou, vous savez, déjà, le code électoral, dans son article 66, stipule ceci: les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir ni tenir des propos visant à ternir l'image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut et des sanctions prévues à l'article 144 alinéa 1er du présent code électoral entre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées. Vous savez, personnellement, j'ai pris le temps d'analyser et d'essayer de comprendre. Je me demande si ce n'est pas une mauvaise analyse de cet article 66 qui fait que nos leaders d'opinion, que ce soit la société civile ou les organisations non gouvernementales, ne veulent pas prendre les responsabilités. Parce que pourtant, nous comptons dans notre pays quand même de grands hommes de droit qui peuvent aider à comprendre cet article 66 et le décrire correctement. Parce que là, comme le précédent auditeur l'a dit, M. Yankadia, nous n'avons jamais connu une atmosphère comme ça au Bénin. Et il ne faut pas que ce soit maintenant ça commence. Je pense que déjà cet article peut être une raison pour laquelle les organisations ne réagissent pas. Je vois. Monsieur Yankadia, si vous le permettez, je vais vous poser exactement la même question. Pourquoi ce silence de la société civile? Bien, et je ne peux pas aller également dans le même sens de mon interview, de mon collègue qui vient de dire bien. C'est un aspect de la chose. Mais à mon niveau, selon moi, je vois que ce silence que nous observons, d'abord, ça ne peut pas s'expliquer par le fait qu'il y a une loi. Ça ne peut pas s'expliquer uniquement par le fait qu'il y a une loi qui régit la chose. Mais plutôt, moi, je vois l'aspect de la violence que
je ne vais pas que responsabiliser le pouvoir en place, mais toutes les aléas, toutes les alliances, toutes les formes de personnalité qui se sont tous réunis autour de ce pouvoir pour en quelque sorte mettre en marche cette machine qui n'encourage que de la violence. Parce que avoir tout le monde là qui s'entoure d'eux, je ne veux pas faire un débat de personne, je ne veux pas faire désigner les gens, mais avoir toute cette machine qui s'organise autour d'une seule personnalité, que je respecte très bien. Mais la société civile, à des moments donnés, se demande à quelle fin nous allons nous retrouver. Première chose. Deuxième chose, il y a maintenant une confusion au niveau de cette société civile qui, il n'y a pas longtemps, certains membres de cette société civile qui se sont démarqués pour aller vers la politique. Et le reste qui est tellement fragilisé, je ne veux pas les faire, comment dirais-je, je ne veux pas les juger, mais notre société civile est fragilisée au point où le pouvoir en place a pris par tous les moyens pour d'abord les dissuader, pour les distraire, pour faire en sorte que parfois votre réponse, parfois votre sortie médiatique, vous la payez, parfois même au prix de votre sang. Je ne vais pas vous donner l'exemple de notre cher papa, M. Martin Assogba, qui a tout le temps dénoncé publiquement les actes ignobles de notre régime en place, mais je ne vais pas vous donner, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il a vécu de façon ignoble dans sa vie. Donc je me dis que la société civile aujourd'hui se retrouve dans cette position-là, se retrouve dans cette peur-là, dans cette crainte-là, où je vais payer ma sortie médiatique, je vais payer mes condamnations à un prix que je ne peux même pas comparer à l'acte que je m'en vais poser. Donc moi je vois qu'il y a plus de peur au niveau de cette société civile aujourd'hui qui fait en sorte qu'ils se retiennent. Parce qu'avoir tout l'engourement autour de ce pouvoir-là, toutes les institutions, tous les hommes politiques qui se taisent dans cette violence, ils se disent que nous n'allons pas aller au grand risque. Nous attendons de voir. Mais c'est dommage quand même. C'est dommage. Voilà mon point de vue par rapport à ce silence-là. C'est vraiment dommage. Merci à vous, monsieur Hervé Yakadia. Monsieur Hervé Yakadia, si vous le permettez, je vais rester avec vous le temps de reprendre monsieur Sabourin. Dites-nous, face à cette situation de violence que nous observons au Bénin, quel devrait être le message de l'état-major des candidats à l'élection présidentielle? Et je les félicite encore une fois au passage. Que ce soit monsieur, je vais les citer pêle-mêle, parce qu'il n'y a pas de priorité entre les candidats, je vais les citer pêle-mêle. Que ce soit Abdoulaye Biotchane, que ce soit Marie-Élise Bédo, que ce soit Issa Salifou, que ce soit Patrice Talon, que ce soit Sébastien Adjavo, que ce soit Patrick et Irénée Koupaki. Ce sont des hommes de paix. Parce que ça aurait été certaines personnalités, ils allaient répondre à la violence. Ils auraient répondre, parce que je vois un monsieur Abdoulaye Biotchane qui, malgré les souffrances affligées à lui la dernière fois, mais regardez comment il s'exprimait très posément, comme si de rien n'était. C'est des personnalités à féliciter d'abord. Et maintenant, à les demander, de par leurs états-majors, de par tout leur alliement, de promouvoir la paix, de cultiver la paix, de toujours garder leur silence, de ne pas répondre de ces actes-là. Parce que les gars, ils ont toutes les machines à leur disposition. Donc, tout ce que je vais demander, ou bien tout ce que je peux apporter à ces partis politiques, c'est tout le temps de faire comme ils le font, de ne pas répondre par la violence, d'aller, de pouvoir sensibiliser leurs compatriotes, leurs adhérents, leurs sympathisants, leurs militants, afin que, quelle que soit la provocation, qu'ils ne répondent pas, qu'ils gardent leur silence, afin que le Bénin soit triomphant. Voilà ce que je peux dire à cet égard-là. Merci, M. Yakadia. Monsieur Sabourin, j'espère que vous êtes toujours en ligne. Oui, je suis là. Voilà.
Monsieur Galilée Sabourin, dites-nous, en cette période, quel devrait être le message des états-majors des partis politiques à l'endroit de leurs militants face à une violence? Allez-y. Oui, vous savez, face à une telle violence, nous ne pouvons que souhaiter que chaque leader politique puisse prendre la parole et appeler ses followers à la paix. Parce que ce qui est sûr, s'ils demandent la paix, il y aura la paix. Mais si eux-mêmes, dans leur discours, nous voulons les appeler aussi à avoir des discours de paix. Parce que la paix a fui sa place au Bénin, on dirait. Chacun veut répondre aux accusations dans les meetings, sur les lieux de campagne. Nous savons que c'est la campagne actuellement, mais ce n'est pas le moment de se lancer des attaques, parce que les attaques vont se répertorier sur le reste de la population. Si, par exemple, prenons juste un exemple, des Béninois du Bénin profond voient des attaques, des invectives qui sont en train de se passer sur l'ORTB, ils n'ont que ça à voir. Mais pour eux, ça reflète de ce qui se passe, de la tension qu'il y a, et peut-être une certaine incompréhension de leur part pourrait faire et amplifier cette tension. Donc, nous allons demander à chaque leader politique, à chaque responsable de parti, à chaque candidat engagé dans cette élection présidentielle d'appeler à la paix et de faire des discours de paix. La paix est très importante dans cette période. La paix est très importante dans cette période électorale que nous vivons actuellement au Bénin. Je ne sais pas si, entre-temps, M. Marc Wessou nous a rejoint. Monsieur Wessou, il n'est toujours pas là. On va le prendre tout à l'heure. Ses amis, nous allons rapidement... Allô? Oui, allô? Oui, c'est Marc. Monsieur Marc Wessou, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Excusez-moi, il y a un peu du bruit à côté de moi parce que je suis en pleine circulation. Ok, il n'y a pas de souci, monsieur Wessou. Alors, monsieur Wessou, nous avons comme invité, nous avons monsieur Hervé Yakadja de Chicago, également monsieur Galilée Sabourin du TSH, des Béninois de la diaspora. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir plateau. J'espère que vous allez bien. J'ai pris l'émission à la dernière minute et j'ai pu écouter l'intervention des uns et des autres. Vous voulez réagir par rapport aux interventions précédentes, j'espère? Ben écoutez, tout ce que mes compatriotes ont dit, je vais dans le même sens que ancien moment critique que nous traversons au Bénin. Je pense que la première chose à laquelle il faut faire appel, c'est effectivement la paix. La paix. C'est la seule chose qui nous unit au Bénin, c'est la seule chose qui nous restera après cette période fatidique que nous traversons au Bénin. Écoutez, les élections se passent dans d'autres pays ici, et dans d'autres pays en Occident, et on voit la manière dont ça se passe. Moi, au-delà d'interpeller les politiciens, les premiers acteurs politiques de notre pays, moi, j'appellerai directement les uns les autres, c'est-à-dire le Béninois du Bénin profond. Qu'on sache que, quel que soit ce qui se passera, le Bénin est pour nous. Ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Vous comprenez? La plupart des politiciens qui sont présentement dans la lutte, je suis sûr que la plupart ont la binationalité. Et si jamais ça pète, ces gens-là iront se réfugier dans leur deuxième pays. Alors vous qui êtes au Bénin et qui êtes le citoyen lambda, pensez à vous et ne vous versez pas dans des situations qui vont vous amener à avoir des regrets plus tard. Pensez à la paix. Ici, les gens se chamaillent entre eux. Les policiers se chamaillent entre eux. Mais la seule chose qui les réunit, c'est toujours leur drapeau. Ils peuvent faire du n'importe quoi, ils peuvent faire des combats entre eux, mais au finish, le résultat est là, c'est le drapeau qu'on défend. Donc, moi, j'appellerais, comme M. Nyakadia l'a dit tantôt, à ce que tout le monde ait des comportements qui vont dans le sens de la paix. Voilà. Eh bien, merci à vous, monsieur Wessou.
Si vous permettez, chers amis invités, nous allons rapidement aborder l'autre volet. Nous allons parler de l'actuel président de la République, Dr Thomas Boni Yayi, qui a désigné un dauphin pour sa succession au soir du 6 mars prochain. Dites-nous, monsieur Galilée, est-ce que Boni Yayi doit battre campagne pour Lionel Zissou ou doit-il se retirer carrément pour permettre à l'actuel Premier ministre d'avancer? Bon, vous savez, l'actuel Premier ministre, quoi qu'on le dise, il est le Premier ministre du président Yayi Boni. Et quoi qu'on dise, c'est une alliance républicaine qui est en train de porter et de soutenir le Bénin gagnant de Lionel Zissou. Cette alliance républicaine, vous savez, je pense que le président Yayi Boni s'identifie dans cette alliance républicaine. Et par conséquent, c'est vrai, beaucoup de citoyens déplorent les actes et les comportements du président de la République, mais qu'on le veuille ou pas, il est notre président et il a été notre président pendant 10 ans et il est toujours au pouvoir pour encore quelques jours. Et on le veuille ou pas, il a quand même su maîtriser la vie politique béninoise ces 10 dernières années. Yayi Boni, le président Yayi Boni a montré et a pu démontrer je ne vais pas dire sa férocité politique, mais il a quand même pu montrer une certaine connaissance de la vie politique béninoise que beaucoup de gens de ses alliés ignoraient de lui. Donc, pour certains, le président Boni Yayi est un avantage à Lionel Zissou. Pour d'autres, il peut être un inconvénient. Mais le Bénin gagnant, c'est que le candidat Lionel Zissou, actuel Premier ministre, est en train de soutenir. Et je pense le Bénin qui veut réunir tout le monde. Donc, il ne peut pas, dès le commencement, demander à certains de ne pas le soutenir ou bien à certains de ne pas aller faire campagne pour lui. Là, lui-même, il s'handicaperait dès ce moment, je pense. Oui, Monsieur Saboura, vu l'impopularité croissante de Boni Yayi actuellement au Bénin, est-ce que vous pensez que sa présence lors des meetings du candidat Zissou pourrait lui permettre de rallier assez d'électeurs à sa cause? Mais Monsieur Zissou, sur quoi se base-t-on pour déterminer l'impopularité de Boni Yayi? Parce que l'impopularité de Boni Yayi, si on prend l'exemple par exemple, que nous allons il y a certains endroits où vous allez, ça dépend de tout un chacun, la popularité et l'appréciation de tout un chacun, vous savez. Donc, pour nous, en tant que, sur quoi voulez-vous que nous nous basons pour pouvoir juger les popularités de Boni Yayi? On a vu, monsieur Samoa, on a vu lors du ralliement du PRD, de la RB à la candidature de Lionel Zissou, on a constaté que les militants de ces deux partis politiques n'étaient pas d'accord, surtout lorsqu'il s'agissait d'un candidat soutenu par Yayi Boni. Oui, bon, vous savez, c'est quelque chose qu'on a vu, mais dans le même temps aussi, on a vu quand le PRD a décidé d'aller au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo présenter le candidat Lionel Zissou. On a vu comment le stade était rempli aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Dans le même temps, on nous dit que le PRD, les militants PRD ne soutiennent pas la décision de leur leader. Mais dans le même temps, nous voyons quand même que partout, le PRD va organiser des meetings pour soutenir la candidature de Lionel Zissou. Les militants répondent toujours présents. Ça, c'est juste un exemple par exemple. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, ça va être mitigé de nous baser sur quelque chose pour définir l'action du président Boni Yayi dans cette campagne. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que, quoi qu'il en soit, que le président Boni Yayi fasse pas actif dans cette campagne ou pas, que la paix continue. C'est tout ce que nous pouvons demander. Merci beaucoup, monsieur Samoa. Monsieur Yakadia, dites-nous, Boni Yayi, actuellement impopulaire au Bénin,
pensez-vous que sa présence lors des meetings de Lionel Zinsou pourrait lui apporter une chance? Oui, moi, je ne vais pas porter des préjugés sur la popularité ou l'impopularité de quelqu'un. Parce qu'en politique, ce que je sais est que on va à la conquête du pouvoir, on convainc ses électeurs et que les urnes décident. C'est ça la démocratie, c'est ça le vote dans le vrai sens du mot. Malheureusement, en Afrique et particulièrement au Bénin, se passe d'autres choses également. Une autre forme de démocratie que nous avons toujours aussi appelée démocratie. Alors, si aujourd'hui on peut dire que Yayi Boni est populaire ou impopulaire, ça, moi, ça m'importe d'abord très peu. Et ce que je sais est qu'il y a un rejet d'une partie de la population béninoise par rapport aux actions, par rapport à la gouvernance du docteur Thomas Boni Yayi. Ça, c'est notifié et tout le monde le sait. Il y a un rejet d'une couche sociale par les actions de la gouvernance du docteur Thomas Boni Yayi et tout le monde est convaincu. Mais maintenant, l'autre chose que nous n'arrivons pas à discerner, à distinguer, c'est la foule et l'adhésion. Ceux-là qui adhèrent aux idéaux du docteur Thomas Boni Yayi à travers son candidat qu'il a choisi au vu aussi de tout le monde, c'est ceux-là qui adhèrent véritablement, les militants, ceux-là, les sympathisants, ceux-là qui croient vraiment à l'élection du Premier ministre Lionel Zinsou, et ceux-là qui constituent une foule, qui peuvent venir au meeting de tout le monde. Parce que le meeting que M. Yayi Boni, avec M. je les appelle maintenant individus, parce qu'en termes de candidats, et M. Lionel Zinsou organise, c'est cette même foule qui va se réunir quand M. Adjavo va réunir la foule de Porte-Nouveau pour ces meetings également. C'est cette même foule qu'on va retrouver autour de monsieur, par exemple, un simple candidat également, monsieur Patrice Talon, quand il va vouloir réunir la foule dans l'OME Plateau. C'est cette même personne. Parce qu'il est difficile de retrouver ceux-là qui sont des vrais militants, de ceux-là qui sont venus juste remplir le stade. Parce qu'ils savent que peut-être à la fin du meeting, j'aurai pour mon compte. Alors, ce que je retiens dans mes analyses est que le docteur Thomas Boni Yayi est rejeté par une partie de son peuple, en raison de la mauvaise gouvernance qui a incarné son pouvoir à un moment donné. Mais l'autre chose est que il n'y a pas que, on ne peut pas peindre tout ce qu'il a fait, on ne peut pas voir le tout dans le noir. Il y a des parties qu'on peut quand même se réjouir, il y a des choses qu'on peut se féliciter, et pendant ces 10 ans-là. Mais en bref, ce qu'on peut retenir est qu'il a perdu une partie de sa popularité par rapport à sa venue en 2006. Et maintenant, s'il croit, monsieur le docteur Thomas Boni Yayi, il croit que en voulant aller un peu avec du forcing, en voulant rallier à coup de force les militants à la base, à sa cause, c'est là que ça va poser un peu problème. Ça va poser un peu problème à l'élection de Zinsou, si les élections seront vraiment crédibles. Ça va vraiment poser problème. S'il peut changer d'épaule, s'il peut changer ses attitudes, s'il peut vraiment ouvrir l'élection, c'est-à-dire la campagne à tout le monde à la libre circulation du bas et bien, je crois qu'il en gagnerait plus que s'il va de cette manière que nous sommes en train de voir là. Voilà ce que je peux dire à ce propos. Merci beaucoup à vous, monsieur Akadia. Monsieur Matrousseau de Montréal, dites-nous, on constate un rejet de l'actuel chef de l'État, surtout dans le septentrion, où il devrait, le week-end dernier, tenir un meeting. Malheureusement, les populations ne se sont pas présentées. Et également, le chef de l'État était à Sakété, où il fustigeait un peu les deux hommes d'affaires candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que actuellement, selon vous, M. Ouessou, Lionel Zinsou a besoin de Yayi Boni dans sa campagne? Mais écoutez, moi, je verrais les choses sous d'autres angles comparativement à mon ami Galilée. Lionel Zinsou, vous savez,
c'est le plus ou moins le colistier du président Yahya Boni. Et en ça lui donne une longueur d'avance par rapport aux autres candidats. Et si on doit voir les choses, je pense que c'est injuste par rapport aux autres candidats. Alors, ça c'est un point que je soulève d'abord. L'autre chose, c'est que le président Yahya Boni a amplement le droit de défendre, de supporter quelqu'un. Et ça, c'est dans la nature de tout un chacun de nous. Il a fait 10 ans au pouvoir et c'est bien normal qu'il puisse veiller à la continuité de sa politique pendant ces 10 dernières années. Ça, c'est normal. Mais la manière dont se fait, moi, personnellement, je n'approuve pas ça. Vous savez, on est à l'extérieur du Bénin, on voit la manière dont la politique se fait ici. Qu'est-ce qu'un parti politique? Un parti politique, c'est un regroupement de personnes autour d'un idéal. Et puis, c'est pas une seule personne ou un groupe de personnes qui contribuent, c'est tout le monde qui contribue. Moi, je suis dans un parti politique ici, je contribue, je fais des dons mensuels et tout. Et dans notre pays, quand on voit les rassemblements dans les stades, on se demande, écoutez, est-ce que ces gens-là sont vraiment de cœur avec ces partis-là? Moi, je dénonce la politique du grand nombre. Les mêmes personnes qui sont au meeting de l'ABT peuvent se représenter au meeting de Jissou, au meeting de Chiniseki. Et ça, c'est parce qu'il faut revoir la manière de faire la politique au Bénin. Chaque fois que moi je vois la manière dont ça se fait au Bénin, ça me fait mal, vous voyez. Ça me fait mal et je me dis, est-ce que ça va changer un jour? Le Premier ministre Jissou, aujourd'hui, normalement, il y a plein de personnes qui se demandent, mais pourquoi est-ce que il a une veste de Premier ministre et en même temps une veste de candidat? Ça lui donne le gain d'avance sur les autres, les moyens de l'État qu'ils utilisent. C'est vrai que constitutionnellement, dans les tests, rien ne l'oblige à démissionner. Mais normalement, si les choses devraient se faire dans un pays où les choses se font comme cela devrait être dans la norme, il devait normalement démissionner et puis aller mouiller le maillot comme tout le monde. Et comme ça, les règles seront justes et équitables pour tout le monde. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Normalement, ceux qui appellent ça à sa démission, ces gens-là, il faut pas leur jeter la pierre, je trouve. Merci à vous, monsieur Wessoumac de Montréal. Chers amis, si vous le permettez rapidement, vous pouvez intervenir dans cette émission Parole à la diaspora en composant tout simplement le 312, le 508 39 69 pour réagir. Chers amis invités, rapidement. Hier au Bénin, nous avions constaté un certain nombre de choses, surtout dans le septentrion, où par exemple le candidat Abdoulaye Biotchane qui avait pris toutes les dispositions pour pouvoir organiser un géant meeting de lancement de sa campagne, s'est vu retourner son avion. Il a pu poser sur le tarmac de l'aérodrome de Parakou. Selon vous, monsieur Nyakadia, qu'est-ce qui explique cela? Monsieur Zissou, avant de me prononcer sur ce point-là, je n'ai pas encore eu suffisamment de preuves. C'est-à-dire quoi? Les preuves, pas pourquoi l'avion n'a pas pu atterrir, mais les preuves, les raisons réelles qui ont motivé peut-être les agents de l'aérodrome de Parakou à ce qui ne permettent pas au hélicoptère ou bien l'avion de Abdoulaye Biotchane d'atterrir. Parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu et je ne sais pas les raisons véritables qui ont motivé ou bien qui ont amené ces agents-là à ce qu'ils retardent, que ce soit l'atterrissage ou bien qu'ils détournent le vol d'un autre côté ou bien qu'ils interdisent l'atterrissage. Ça, je n'ai pas assez d'éléments pour apprécier. Mais l'autre chose que je peux peut-être regretter, c'est que quand on est dans un vol et que tout le monde sait le risque que nous courons en nous mettant dans un avion pour des grandes distances, quelle que soit la distance, petite comme grande, quand vous êtes dans l'air,
la probabilité à ce que vous descendez de façon saine et sauve est très réduite, parce que la possibilité à ce que les secours viennent vous assister est très très réduite également. Alors c'est dans cet aspect-là que je regrette la chose. Si ça s'avérait que c'est les agents, l'équipe ou bien toute l'arsenal de l'aérodrome de Parakou qui ont cautionné ça de façon malhonnête, ça c'est regrettable. Mais si c'est eux, c'est avéré qu'il y a des signaux ou bien des signaux techniques où il y a les intempéries ou bien les conditions n'étaient pas favorables à l'atterrissage de l'avion de Abdoulaye Biotchane, ça je comprends parfaitement. Mais il aurait au préalable tenu informé avant son décollage, parce que je crois très bien que dans le système de fonctionnement, dans le fonctionnement de système aérien, je crois qu'avant un décollage, l'atterrissage est rassuré quand même qu'il y aura un atterrissage, ou bien l'aérodrome, ou bien l'aéroport qui est susceptible d'accueillir cet appareil, est tenu informé à l'avance. Je crois très bien dans les règles de l'art, mais je regrette si c'est le cas de la malhonnêteté. Mais si c'est avéré, c'est prouvé que il y aura beaucoup plus de danger à notre leader Abdoulaye Biotchane s'il atterrissait que s'il continuait ailleurs. Ça, c'est compréhensible. Voilà ce que je peux donner comme élément d'appréciation à cet égard-là. Merci. Ok, merci à vous. Monsieur Sabouran du TESAX, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette situation où le candidat ABT, Abdoulaye Biotchane, n'a pu poser son avion sur l'aérodrome de Parakou? Bon, vous savez, c'est une situation un peu délicate sur laquelle nous ne serons pas en mesure de nous prononcer parce que nous n'avons pas tous les éléments nécessaires en main pour pouvoir se prononcer. Mais d'après les regroupements que nous avons vus de part et là, et d'après le communiqué qui a été fait par le candidat Abdoulaye Biotchane, et on dirait que il y avait l'hélicoptère présidentiel. Il y avait 2 hélicoptères présidentiels qui étaient sur l'aérodrome au moment où l'avion faisait son approche vers Parakou pour atterrir. Donc, est-ce qu'il y a eu une mauvaise coordination de l'espace aérien? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous pourrons demander, et du côté de la présidence de la République et du côté du candidat ABT, de pouvoir sortir et peut-être même faire un débat contradictoire pour égayer l'opinion publique par rapport à cela. Parce qu'en ces moments de campagne électorale, nous ne voulons pas que de petites actions comme ça soient mal interprétées. Puisque déjà, même il y a eu aussi hier, par la même occasion, 2 vidéos qui sont sorties. Une vidéo de l'honorable Badamassi et une autre vidéo de l'honorable Sabaï Kate, où l'honorable était en train de de prendre l'opinion publique à témoin d'un certain kidnapping, et l'honorable Sabaï Kate qui a réagi pour dire qu'il était libre de ses mouvements, vous voyez. Donc c'est des trucs en cette période de campagne électorale qui peuvent vraiment réchauffer rapidement les débats. Donc, n'ayant pas tous les éléments en notre possession, nous ne pouvons pas nous prononcer par rapport à ce sujet. Voilà. Merci à vous. Monsieur Wessou, dites-nous, pensez-vous que la main du chef de l'État, Dr Thomas Bouyayi, serait derrière cette décision de ne pas poser l'avion du candidat Biotchane à Parakou? Allô, monsieur Wessou? Allô, monsieur Wessou? Vous m'entendez? Voilà. Allô? Je vous entends maintenant. Ok. Alors, je disais que j'irais dans le même sens que ce qui s'est passé hier à Parakou, s'il s'avérait que l'information est vraie, c'est quelque chose qu'il faut... Je crois que nous avons quelques problèmes techniques avec M. Wessou. C'est une
sur le dossier. Allô, monsieur Wessou? Allô, monsieur Wessou? Vous entendez là? Oui, ça peut aller maintenant. Allez. Oui, ça peut aller maintenant. Ok, je m'excuse. Je disais que ce qui s'est passé, j'irai dans le même sens que Galilée, ce qui s'est passé hier à Parakou, s'il s'avérait que c'est une information vraie, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est une grosse tâche sur le plan de ce qui se paye, sur le plan de notre démocratie, en fait. Si cela s'avérait vrai, cette information. Je ne pense pas que délibérément que le docteur Yahi Boni et son équipe ait organisé une manigance pour empêcher l'avion du candidat ABT de se poser à Parakou. Et moi, ce que j'ai apprécié ce matin, j'ai vu une vidéo dans laquelle le candidat ABT faisait une sortie, réagissait par rapport à ce qui s'était passé hier, et il soulignait qu'il s'agissait en fait de son destin et qu'il prenait plus ou moins sportivement la chose. Et ça, j'apprécie vraiment cette sortie-là. C'est quelqu'un qui a pris la situation sportivement. Et c'est une attitude qu'un homme politique devrait avoir. En ça, je pense que c'est des choses qu'il faut faire. Je le félicite pour ça. Vous savez, cette élection, cette campagne que nous traversons, c'est un peu comme de l'huile que nous avons sur le feu et qu'on devrait surveiller correctement. Sinon, ça risque de s'embraser et ça risque de se retourner contre nous. Donc, moi, j'appellerai les uns aux autres au calme et à la vigilance pour que des coups bas, des coups foirés ne se répètent pas. Ce que Galilée a dit tantôt concernant les deux vidéos, l'une de l'honorable Badamasi. Badamasi, voilà. Oui. C'est des situations, franchement, qu'il ne faut pas que nous ayons à répétition. Ça entache notre image. Nous avons fait déjà plus de 5 ans le Bénin a toujours réussi ces élections. Non, mais je crois que nous avons toujours des problèmes techniques avec M. Wessou depuis Montréal. M. Wessou, si vous le permettez. Oui, allô? Vous m'entendez? Voilà, c'est bon, oui, on vous entend maintenant, c'est bon. Oui, en fait, je suis chef système, je suis en pleine circulation sur l'autoroute. J'essaie de traverser une zone seulement où j'ai pas la connexion. Il n'y a pas de souci. Alors, je disais en fait que les deux événements qui étaient passés hier, qui ont l'effort que cela ne puisse pas se répéter au Bénin. Parce que nous avons déjà eu des décennies d'expérience démocratique. Nous avons toujours réussi nos élections quand vent démarrer. Et cette fois-ci, le Bénin est à un tournant très important de son histoire. Et il faudrait qu'on fasse tout possible qu'on traverse ces élections-là avec route. Voilà. Merci à vous, monsieur Makwessou. Monsieur Yakaya, c'est vrai, Galilée Samoura l'a évoqué, monsieur Makwessou l'a évoqué également. Hier, sur les réseaux sociaux, nous avons reçu des vidéos venant du Bénin, d'une conférence de presse de l'honorable Badamasi de Parakou, qui évoquait un certain kidnapping. Selon vous, qu'est-ce qui réellement s'est passé, si vous avez des éléments? Oui, merci pour la question. Et les deux vidéos me font beaucoup réfléchir. Et jusqu'à l'instant, je continue toujours de réfléchir à propos de ces deux vidéos. Parce que je me dis un instant que si c'était un parent très proche à moi, si c'était par exemple mon papa, l'honorable, que ce soit les deux honorables, c'est-à-dire l'honorable Rachidi comme que ce soit l'honorable dont il est question ici. Je me dis un instant que si à voir les deux vidéos, à les analyser de façon succincte, on voit d'abord une forme de pression des deux côtés. Une forme vraiment de pression. La pression s'explique par le fait que Rachidi Badamasi, nous le connaissons, et la plupart des Béninois le connaissent très bien, et nous savons comment il réagit.
Première chose. Deuxième chose, le deuxième député, c'est quelqu'un qui n'est pas si influent, surtout dans la zone sud du pays. Et c'est quelqu'un qui ne sort pas régulièrement, qui ne nous donne pas des conférences de presse où on peut vraiment s'imprégner de sa manière, de sa forme de communication. Cela étant, suite à la vidéo, suite à l'observation de la vidéo de Rachidi Gbadamassi, et brusquement, à l'apparition de la vidéo de l'honorable, je crois que c'est Sabé ou bien... Pardon? Sabaï Katé. Katé, de l'honorable Katé, je me retrouve dans une tristesse. Parce que si l'honorable Katé était réellement libre de ses mouvements, en tant que communicateur et en tant que reporter, en tant que... ça pourrait se faire sentir si facilement. En tant que professionnel, ça. Maintenant, s'il avérait que réellement il est libre de ses mouvements et qu'il ne se retrouve pas dans les propos de Gbadamassi, à Dieu merci. Ça, c'est une gloire pour tout le peuple béninois. Ça veut dire que c'est ce que tout le monde souhaite, qu'il ne soit pas kidnappé, qu'il ne soit pas gardé, qu'il ne soit pas séquestré. Maintenant, si c'est qu'il est séquestré et qu'il est obligé, il est contraint, il a été forcé de faire cette vidéo, et ce que les professionnels peuvent peut-être déchiffrer, là, il y a de quoi maintenant, il y a de quoi avoir peur. Parce que s'il est libre de ses mouvements, jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on aurait encore entendu, on aurait peut-être, on aurait vu d'autres choses, on aurait peut-être entendre qu'il a été dans telle localité, il était en meeting à tel niveau, et puis sinon jusque-là, je n'ai pas encore eu de nouvelles que ce député est sur tel front, est sur tel forum, est en train de donner tel. Donc, je n'ai pas encore eu les informations. Donc, c'est là que j'ai un peu de doute sur sa personnalité, sur sa liberté. Sinon, en bref, il y a une forme de pression dans les deux vidéos. Monsieur, merci à vous, Hervé Yakadia. Monsieur Tagora, c'est vrai, c'est vous avez abordé le sujet tout à l'heure. Dites-nous, est-ce que vous partagez l'avis de monsieur Yakadia lorsqu'il dit qu'on sent dans les deux vidéos une pression? Est-ce qu'on sent? Et également, dites-nous, est-ce que Rachidi Gbadamassi va se permettre de venir devant les écrans et pour une conférence de presse pareil, dénoncé, parce que là, il a cité certaines personnes. Il a parlé du commissaire central de la ville de, si j'ai bonne mémoire, de la ville de Dassar dans la conférence de presse. Et il a parlé du chef de l'État qui était au téléphone avec l'honorable Katé. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette conférence des deux honorables? Bon, vous savez, Monsieur Zinsou, franchement, ça va pas être très évident d'analyser les deux vidéos parce que je n'ai pas les qualités d'expert communicant qu'il se faudrait. Mais, petite anecdote déjà. Dans la vidéo de l'honorable Gbadamassi, quand nous regardons bien, nous voyons qu'il y a des portraits du candidat Sébastien Adjavon dans la vidéo, quelques images et tout. Donc nous savons tous que Gbadamassi, l'honorable Gbadamassi n'est plus avec les FCBE puisqu'il a déclaré de manière ouverte qu'il supporte la candidature de Sébastien Adjavon. Vous voyez? Donc, est-ce le fait du changement de camp qui est à la base de ces vidéos? Nous ne saurons le dire, nous ne pouvons l'affirmer parce que c'est des éléments que nous maîtrisons. Mais tout ce que nous avons vu, il a parlé de l'honorable Katé qui n'est pas libre de ses mouvements et que quelques heures après, l'honorable Katé qui fait la vidéo, qui dit qu'il est libre de ses mouvements et qu'il est en famille, bon, il y a quand même... Nous pouvons nous permettre de mettre en doute quand même la vidéo ou bien le contexte de la vidéo. C'est vrai, il a donné certains éléments d'appréciation avec la communication avec le commissaire central de Dassar, avec le maire de Banikwara et tout. Bon, aussi, il dit qu'il a pu s'entretenir avec Sabaï Katé dans la vidéo. Bon, ma première question que moi j'aurais, si Sabaï Katé était enlevé, comment il a pu s'entretenir avec l'honorable Katé avant de pouvoir faire la vidéo?
aussi. Ça, c'est des questions que nous posons. Bon, et aussi pour répondre au prédécesseur, à M. Nyakaja, qui a dit que si l'honorable Katé était libre, il aurait déjà entendu parler de lui aujourd'hui dans des meetings et tout ça, parce qu'il est député. Bon, il y a beaucoup de députés qui sont à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, on n'a pas entendu parler d'eux sur des lieux de campagne forcément aussi. Vous voyez, donc c'est juste que nous déplorons ce genre de situation parce que c'est des situations, comme nous l'avons dit en début d'émission, qui n'amènent pas la paix. Et faut pas que ce genre de situation puisse se répéter. Nous appelons tout un chacun au calme afin que cette année, les élections puissent se passer dans la paix et que le peuple puisse choisir qui va le conduire pour les 5 prochaines années. Techniciens retournés avec nous et nous étions avec nos invités, précisément avec M. Galilée Sagboran du TESAX. M. Galilée. Oui, M. Zissou. Allez-y. Oui, donc je disais auparavant que nous devons déplorer ce genre de vidéos dans ce contexte particulier dans lequel nous sommes et nous devons appeler tout un chacun au calme et que la paix et réellement la paix puisse être le mot d'ordre de tout un chacun et que le peuple puisse choisir qui va le diriger pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Alors, M. Bakwessou, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Oui, je suis toujours là. Voilà. M. Bakwessou, c'est vrai que les candidats à l'élection présidentielle désormais passent sur la radio, l'Office de radio et télévision du Bénin ORTB. Nous avons pu assister à l'interview accordée par le confrère de l'ORTB à M. Talon, M. Abdoulaye Biotchane. Nous avons suivi également le passage de M. Adjavon Sébastien. Dites-nous, revenons à M. Patrice Talon, puisque peut-être c'est de lui qu'il s'agit. Il a parlé de la constitution béninoise, que selon lui, lorsqu'on lit dans ses écrits, dans son projet de société, le monsieur parle de la constitution béninoise, qu'il souhaiterait que cela soit revu avec peut-être une autre forme. Quelle appréciation faites-vous de cela lorsque le candidat propose à ce que... Oui, je n'ai personnellement pas suivi... Oui, je n'ai personnellement pas suivi ce débat accordé par le candidat Talon sur la chaîne nationale, mais personnellement, je vais prendre ces promesses-là avec une pincette, parce que les politiciens, et je fais aussi, les politiciens, quand ils sont de promesses qui se font, mais quand ils viennent au pouvoir, le promesse-là est souvent difficile, est souvent compliqué, plus qu'il ne l'avait imaginé. Donc, et souvent on se dit, les gens disent, on entend souvent dire, écoutez, les promesses n'engagent que ceux qui veulent les croire. Donc, pour ce qui est de la révision, la promesse de révision du camp promis par Talon, je pense que ça risque d'être un peu compliqué si jamais il venait au pouvoir et qu'il ne prenne pas le temps pour bien vulgariser son message, ses opposants, et faire passer un faux message, soit disant que le président Talon changer la constitution pour des raisons qui ne sont pas les vraies. Donc il faudrait qu'une fois au pouvoir, qu'il prenne le temps le temps pour bien expliquer son message et pour bien dire à la population ce qui veut vraiment faire de cette constitution. Sinon, les gens vont lui tordre le message, vont lui passer. Je crois qu'on a toujours, des problèmes techniques avec M. Wessou.
Allô, monsieur Ressou? On a toujours des problèmes techniques avec vous. Si vous le permettez, alors, monsieur Ressou, je vais m'adresser à monsieur Yakadia. Vous m'entendez? Si vous le permettez. Allô? Oui, allô? On a quelques problèmes techniques avec vous. Là, c'est bon? On a dit? Oui, là, c'est bon. J'espère que vous allez rester un peu avec nous. Je me Allô? Ils sont pas pendant. Ah oui. Je disais, oui. Vous m'entendez? On vous entend maintenant. Oui. Alors, je disais que personnellement, que je n'ai pas suivi ce débat accordé par le candidat Talon sur la chaîne nationale. Mais toutefois, j'aimerais dire que les politiciens, vous savez, pendant les campagnes, il y a plein de promesses qui se font. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, le respect de ces promesses-là sont très difficiles parce qu'ils se retrouvent dans de nouvelles environnements, dans de nouveaux contextes qui leur souvent sont très difficiles à gérer. Alors, si tant est-il que l'actuel candidat Talon veut tenir à cette promesse, moi je lui suggérerais de prendre le soin de bien vulgariser son message avec son équipe, de prendre le temps de bien passer le message que c'est telle chose, telle réforme qu'il veut faire sur la Constitution. Sinon, on se connaît, nous les Béninois. Les gens vont tordre le cou à son message, les gens vont lui rendre la vie très difficile, les gens vont lui mettre les bâtons dans les roues et lui dire et faire passer d'autres messages à la population, soit disant oui, le président Talon veut changer les choses, il veut se maintenir au pouvoir, il veut faire ci, il veut faire ça. Et à la longue, il va passer tout son temps à défendre ce projet-là au lieu de travailler pour le bien-être des populations. Merci, je crois que c'est entendu. Merci. Monsieur Yakadia, c'est vrai que vous êtes le représentant du candidat Patrice Talon. Vous travaillez avec la cellule de communication de Patrice Talon aux États-Unis. Monsieur Yakadia, on a suivi votre candidat à la télévision nationale ORTB au Bénin lorsqu'il parle de son projet de société. Et dedans, Patrice Talon demande à ce que la loi fondamentale, surtout lorsqu'il s'agit de la nomination des membres de la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, des autres institutions de la République, il est temps de revoir cela. Expliquez-nous un peu plus cette vision de votre candidat, M. Yakadia. Merci, M. Zinsou. Je n'interviens pas ici. Non, mon intervention à l'instant, je ne vais pas porter la veste du candidat, du partisan du candidat de Patrice Talon. D'abord, je suis comme un simple citoyen qui observe l'échiquier politique. Alors, Patrice Talon fait partie d'abord des tout premiers candidats qui ont mis très tôt leur projet de société, c'est-à-dire leur vision, sur la table. Et il a défendu lui-même, il a exposé lui-même. Alors, je m'en tiens maintenant alors au volet de la question, c'est-à-dire les institutions. Quand nous prenons les grandes institutions de notre pays qui sont la charte de notre République, c'est la Cour constitutionnelle, la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Il y a l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et sa tête, le président. Il y a la Haute Cour de justice qu'on peut également apostropher. Ces grandes institutions qui constituent en quelque sorte la charpente de notre pays, malheureusement, notre candidat, c'est-à-dire Patrice Talon, avec ses rouages dans le système politique, a compris que c'est la faille, ça fait partie de la défaillance de notre gouvernance. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus le problème du développement, ce n'est plus le problème réellement rien que des hommes, mais c'est le problème de la gouvernance, la manière dont on peut gouverner l'État. Malheureusement, une fois l'homme politique en campagne avec ses promesses, malheureusement, quand il porte la carrure, il devient le chef de l'État, il change avec son entourage. Parfois, on confond ces candidats qui prônaient la bonne gouvernance, qui faisaient toutes les promesses, on le confond maintenant au président qui écarte tous ses idéaux, cette idéologie qu'il a tout le temps prônée dans sa campagne, et il devient maintenant un chef d'État qui fait contre
qui fait sa volonté et contre le peuple. Alors, Patrice Talon demande la réforme des institutions. Parce que quand je le prends en tant que candidat, j'apprécie cette démarche-là. Par exemple, pour la Cour constitutionnelle, il voit que la faille de la Cour constitutionnelle dans cette décision aujourd'hui, une partie de cette faille-là est le fait que les membres qui constituent cette Cour sont la plupart des personnalités qui sont nommées. Et quand on nomme quelqu'un, dans la vie en général, parfois, vous travaillez en quelque sorte pour récompenser, pour être reconnaissant à cette nomination-là. Vous devez faire en sorte que vos actes, les réalisations plaisent à celui qui vous a nommé. Et ça constitue un problème pour notre Cour constitutionnelle. Et je vais vous donner un exemple. Quand notre Cour Cour constitutionnelle voit que déjà à 89 ans plus un jour, on peut être candidat, c'est le problème, c'est la lacune que nous traînons. Parce que si ces membres-là, ils étaient vraiment élus par ces pairs qui sont désignés par les institutions comme les numères, notre candidat, je crois qu'il y aura beaucoup plus de réglementation, il y aura plus de gens qui vont se dire je ne suis pas redevable à X ni à Y, et le fonctionnement de cette cour, que ce soit la Cour constitutionnelle, la HAC, et même le fonctionnement du gouvernement, je crois que ça serait prometteur que ce que nous avons à l'instant. Voilà ce que je peux dire en bref. Merci à vous. Monsieur Sagouran Galilée, je sais que vous voulez réagir par rapport à ça, mais dites-nous, le candidat Patrice Talon s'attaque à la Cour constitutionnelle, s'attaque également à son fonctionnement. Dites-nous, lorsqu'on voit le projet de société de Patrice Talon et qu'il parle de réviser en quelque sorte la manière dont les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés et qu'il propose à ce que ces membres-là soient désignés au sein d'un collège de magistrats. Également, il propose qu'un ancien président siège au sein de cette Cour constitutionnelle. Il propose également un ancien président de l'Assemblée nationale siège au sein de cette Cour constitutionnelle. Lorsque vous voyez cette proposition, est-ce que vous pensez que nous pouvons au Bénin réaliser avec la politique béninoise, cela peut être fait? Vous savez, je pense que la volonté de Patrice Talon est bonne. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, une fois élu, est-ce qu'il pourra mettre cela en place? C'est là la question, parce que c'est très important que la Cour constitutionnelle soit un organe indépendant, parce que elle doit assurer son indépendance vis-à-vis des institutions dont elle est chargée de contrôler les actes, vous savez. Donc, cette proposition, qui est une mesure clé du candidat Patrice Talon, nous la soutenons. Et je pense d'ailleurs même que c'est une mesure qui est reprise par plusieurs candidats durant cette élection présidentielle, dont nous voyons l'importance que les candidats accordent à la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, nous ne pouvons que soutenir cela, encourager que la réforme puisse passer. Par contre, dans son projet de société, le candidat Patrice Talon parle d'un mandat unique. Est-ce que 5 ans suffit à un président pour pouvoir faire les réformes? Quand lui-même il fait l'analyse de la situation et des maux qui gangrènent le Bénin actuellement, parce que je sais qu'il a dû faire un diagnostic avant de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, quand il a jugé et quand il a fait le bilan de son diagnostic, comment s'en est-il rendu compte que 5 ans allaient suffire pour pouvoir le mettre en place? Là, il y a une autre question à laquelle nous pouvons appeler, je ne sais pas si, comme M. Yonkadjadi n'est pas ici représentant de Patrice Talon, nous ne pouvons pas lui poser la question directement, mais ce serait bien quand même qu'un des représentants officiels de Patrice Talon puisse répondre à cette question. Si M. Zessou me le permet, je peux répondre. Allez-y, monsieur Yakadia. Oui, mon candidat Patrice Talon dit que les 5 ans de réforme, c'est-à-dire le mandat unique de 5 ans, ce n'est pas obligatoirement que ça soit 5 ans, parce qu'il a bien détaillé dans le projet. Il a fait une proposition, et que c'est le peuple qui va décider soit de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, mais que ce soit un mandat unique. Pourquoi? Parce que une fois que le chef d'État est élu,
s'installe très tôt le clientélisme, le népotisme et une gouvernance de relations. Ce n'est pourquoi? Parce que ce chef d'État, une fois élu, veut d'abord avoir tous les maires à sa solde, il veut avoir tous les députés à sa solde, tous les opérateurs économiques à sa solde, même les chefs quartiers, afin qu'il puisse contrôler tout le système. Ce qui fait que sa réélection devient alors chose facile pour lui. Parce qu'il n'y a personne qui peut lui faire la tête, il n'y a plus personne qui peut contredire cette décision, alors qu'il voit que si le chef de l'État, une fois, depuis sa campagne, sait que c'est pour un mandat de 5 ans non renouvelable, un mandat de 7 ans non renouvelable, alors il se met au travail. Il fait en sorte que son nom soit gravé dans l'histoire du pays, parce qu'il n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à chercher. Et Patrice Talon propose également que ces chefs d'État, une fois après leur mandat, vont se réunir en collège, un collectif des anciens chefs d'État pour désigner un représentant à la Cour constitutionnelle. Et chaque fois, on doit retrouver un ancien chef d'État à la Cour constitutionnelle. Ça servirait parce qu'une fois l'expérience acquise au palais de la Marina, ça va lui permettre de voir là où il avait commis des erreurs pour les décisions qu'il va rendre. Voilà en quelque sorte ce que je peux très rapidement dire à propos du mandat unique. Ce n'est pas un mandat unique de 5 ans, ni de 6 ans, ni de 7 ans, mais c'est le peuple qui va décider. Il va envoyer le référendum à l'Assemblée. Une fois l'Assemblée va valider, alors on ira, tout le peuple béninois ira en référendum pour voter maintenant le mandat unique de 5 ans ou de 6 ans ou de 7 ans. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, monsieur Yakadia. Monsieur Makwessou. Oui. Monsieur Makwessou, Patrice Talon proposerait un référendum pour un mandat unique de 5, de 6 ou 7 ans. Est-ce que selon vous, en 5 ou en 6 ou en 7 ans, un président de la République pourra accomplir sa mission véritablement? Ben, écoutez, si les bases sont prédéfinies, je pense qu'en un mandat moi personnellement, de 7 ans, un président peut faire des choses. 5 ans, je pense que c'est court. La bonne preuve, depuis 2011, ne nous l'aurons pas. Le docteur Yahya Boni n'a pas gouverné. Le docteur Yahya Boni a passé tout son temps à faire autre chose que de gouverner comme il faut le pays. Le docteur Yahya Boni nous avait promis le Taïwan ou le Singapour, de l'Afrique ou plein de choses. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on les voit faire campagne dans les routes poussiéreuses et on est loin de ces promesses-là. Donc, 5 ans pour un chef de l'État au Bénin, dans les circonstances qu'on connaît pour le Bénin, c'est un peu juste, je pense. 7 ans, ça peut faire les choses. 7 ans, un mandat unique et on passe à autre chose. Sinon, si on dit qu'on doit faire 2 mandats de 5 ans, comme on le fait actuellement, le président va passer tout son temps à convaincre les gens d'être de son bord et ça sera tout le temps la répétition. On a vu les autres présidents passer. On nous promet si elle monte depuis, ou comment on appelle, depuis des lustres, mais le Bénin est toujours à la case départ. Et ça me fait mal aujourd'hui que ces candidats qui ont été dans le système politique depuis des années, qui parlent aujourd'hui de rupture, qui parlent aujourd'hui... Moi, personnellement, ça me fait mal. Ce que le candidat Talon a mis dans son plan, dans son projet de société, je pense que c'est une très bonne chose. Le candidat Talon, je pense, a bien raison. Il ne faut plus centraliser tous les pouvoirs du pays dans les mains d'une seule personne. Ça, c'est aberrant. Dans les pays où les choses se font dans la règle de l'art, chaque institution est indépendante et redevable à la population. Le président ne peut pas être au four et au moulin 24 heures sur 24. Il doit s'ingérer tout le temps, comme on l'a vu pendant ces 10 dernières années. C'est n'importe quoi. Disons-nous la vérité. Il est temps que le Bénin, si on veut se dire que le Bénin est toujours le reflet de la démocratie, blablabla, c'est pas ce genre de petites actions du respect de notre constitution, du respect de nos institutions, que cela va se traduire. Il faut que les autres candidats qui ont repris cette promesse du candidat Talon,
qu'ils le fassent, qu'ils essaient de le respecter. C'est vrai que ça ne sera pas facile. J'ai eu à le dire tantôt, les gens vont essayer de tordre le cou à l'information et essayer de faire passer le nouveau président qui veut initier ces réformes-là comme le diable qui est en train de faire, qui fera du mal à son peuple. Mais il faudrait que ce président-là ait vraiment le courage et la détermination de faire les réformes qu'il faut. Notre constitution aujourd'hui est moribonde. Il faut faire quelque chose pour revamper notre constitution et que tout revienne à la normale, comme cela se devrait. Être béninois, c'est une fierté, mais c'est la manière dont les choses se font actuellement, ça dit n'importe quoi. Disons la vérité. Ça dit n'importe quoi. Quand on est à l'extérieur, on a une autre lecture des choses. Vous me direz peut-être ceux qui sont sur place au Bénin, oui, c'est pas la réalité, vous n'êtes pas, c'est pas comme ça que ça se passe, mais au moins nous on a eu la chance de sortir, on a eu la chance de vivre dans des environnements où les choses se font autrement. Et ceux qui sont ici, ils ont construit leur pays, je suis en train de déborder un tout petit peu, je le sais, ils ont construit leur pays et on est aujourd'hui fiers d'être dedans. Eux, ils sortent du pays, viennent, ils veulent voir, mais ayons de l'ambition pour notre pays. Cette constitution-là a besoin d'être revampée, il faut la revamper, quel que soit le prix. Je pense que c'est ma manière, excusez-moi, c'est plus ou moins une montée de lait. Ok, merci à vous, Monsieur Magouessou. Je rappelle que vous êtes bénino-canadien, vous vivez à Montréal, au Canada. Chers amis auditeurs, je rappelle que vous pouvez intervenir dans cette émission en composant le 312, le 508, 3969 si vous êtes aux États-Unis, et si vous êtes à l'extérieur du pays de l'Oncle Sam, est composé le 001 312 508 3969. Monsieur Galilée Sagouran, c'est vrai, on a parlé de candidat Zinsou, de candidat Tarlon. Nous allons, si vous le permettez, parler du candidat Adjavon Sébastien, puisqu'il fait partie, si vous le permettez, c'est mon opinion personnelle, il fait partie du TRC gagnant pour cette élection présidentielle du 6 mars prochain. Dites-nous, on a constaté le départ de Séverin Adjovi de l'équipe de Sébastien Adjavon. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Bon, vous savez, la politique, la politique avant la campagne, c'était, pour ceux qui aiment le football, on pouvait considérer cela comme une période du mercato où chaque état-major voulait avoir les joueurs nécessaires qu'il fallait pour pouvoir réussir une bonne campagne. Bon, en concernant le cas Adjovi Séverin, ce que nous avons pu remarquer, c'est que le maire Adjovi Séverin, maire de Ouida, faisait partie de la délégation qui allait déposer le dossier de candidature d'Adjavon. Mais à notre grande surprise, deux jours avant le début de la campagne électorale, si mes souvenirs sont bons, nous avons lu sur certains réseaux sociaux que Adjovi Séverin n'était plus avec Adjavon. Et justement, nous avons même entendu des trucs sur une radio de Ouida, je pense, qui disait qu'il n'a présenté aucun candidat encore à la population de Ouida. Donc, je pense que nous ne pourrons nous prononcer puisque nous ne savons exactement pas pour quel candidat le maire Adjovi est en train de rouler. Donc, ce que nous pouvons faire à la rigueur, c'est comme lui-même il a si bien dit qu'il n'a encore présenté aucun candidat à Ouida, il n'a qu'à alors présenter un candidat à Ouida pour que nous puissions savoir de quel côté le maire Adjovi se trouve, puisque oui, allô? Oui, allô? Il y a un bruit de l'autre côté. Mais c'est bon, mais là, on peut aller. Ok. Donc, nous ne pouvons que demander au candidat Adjavon de dire ce qui se passe aussi avec le maire Adjovi, s'il est avec lui ou pas, pour que l'opinion publique... Mais nous avons pu comprendre quand même, après certains regroupements sur Galilée, excusez-moi, c'est Marc qui est en train de parler présentement. Écoutez, Galilée, excuse-moi de te prendre la parole. Si vous le permettez, M. Sagouran, M. Mac aimerait intervenir rapidement. Oui, allez-y. Ok, allez-y, oui, M. Mac. Galilée,
Galilée, faut pas être trop gentil face à ce genre de situation. Écoutez, si les informations que M. Dissou vient de nous donner et qui, depuis hier, sont sur les réseaux sociaux, sont vraies, écoutez, il faut dénoncer la chose. C'est ce faux du monde. C'est ce faux du monde. Ces gens-là, écoutez-moi, ces gens-là, c'est des pères de famille. Ces gens-là, c'est des gens normalement c'est des gens qui sont restés dans notre système politique, qui nous ont dirigés et puis se comportent de la sorte. Quelle éducation ces gens-là ont donné à leurs enfants? Moi, je ne peux pas me comporter de la sorte et regarder mon enfant en face. Nous avons vu le président Adjovi présenter le candidat à Djavon. On l'a vu l'accompagner à la Sénat déposer son dossier. À la Sénat déposer son dossier, justement. On n'a pas de chance. Mais nous, Allez-y. Oui, il faudrait que ces gens-là arrêtent de se moquer de la population. C'est comme s'ils nous prennent pour des cons. S'ils veulent ça n'a pas de sens. Moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui se comportent comme un drapeau qui est au vent, au plus offrant. C'est plus ou moins ça. C'est des gens qui ont entretenu des trains de vie pendant des années et aujourd'hui ne leur reste rien. C'est des gens qui sont restés au crochet du gouvernement, au crochet de l'État pendant des années et aujourd'hui se cherchent de sous de revenus. Alors, il était avec Djavon et tout le monde l'a su du jour au lendemain, quitte à Djavon, c'est du n'importe quoi, c'est du bordel. Excusez-moi, c'est du bordel politique. C'est vrai, disons la vérité. Ça n'a pas de sens. Je comprends bien monsieur Mac Wessou. Monsieur Mac Wessou, si vous le permettez, je vais vous prendre la parole rapidement et m'adresser à monsieur Yakadia qui est en attente de l'autre côté. Monsieur Yakadia, Adjovi Sévérin, on l'a vu au lendemain des élections présidentielles de 2011 avec la coalition Union fait la Nation. Monsieur Yakadia. Okay, cool. Allô, monsieur Yakadia. Oui, je vous suis très bien, monsieur Zinsou. Voilà. Donc, je disais tantôt que juste au lendemain des élections présidentielles de 2011, on a vu M. Adjovi Sévérin, l'actuel maire de la ville de Lida, s'est démarqué de l'Alliance Union fait la Nation rapidement pour se rallier au FCBE juste au lendemain de la victoire entre griffes du président Yahi Boni. Aujourd'hui, on constate toujours qu'avant le démarrage de cette campagne électorale, M. Sévérin Adjovi se démarque de son candidat à Djavon Sébastien. Qu'est-ce qui est ce comportement si vous le permettez rapidement, nous allons prendre notre auditeur en ligne. Oui, prenez l'auditeur et on revient à moi, parce que c'est intéressant cette partie. Chers amis auditeurs, bonsoir. Bonsoir, j'aimerais intervenir dans le débat. Allez-y, monsieur Rouleau. Ok, je crois que je salue les auditeurs, je salue le plateau, tous les invités. Je crois que j'ai pris l'émission en cours, mais j'ai quand même suivi une grande partie. Je crois que là, il y a du flou. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a anguille sous roche. Et j'ai comme l'impression que tout s'est joué, le jeu s'est joué au niveau de l'honorable. L'honorable, quand même, ne peut pas se lever, puisqu'il soutient un candidat de taille, ne peut pas se lever sans information, sans aucune preuve, et envoyer une information. Mais il faut le faire dans la règle de l'art, de façon à ce que cela n'arrange pas le régime en place. Parce que s'il faut la révision de la Constitution, c'est le régime, ça va revenir, l'initiative doit... Nous allons vous laisser partir et permettre peut-être à d'autres auditeurs de nous appeler. Merci. FM Liberté, la référence. Chers amis, c'était là M. Claude Danrou, que nous appelons de Chicago. Il réagissait par rapport à ce débat, il réagissait par rapport au projet de société de Patrice Talon. Il réagissait également par rapport à ces deux vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux par rapport à l'honorable Rachid Badabassi et l'honorable Kati qui seraient, d'après les dits de l'honorable Badabassi, kidnappés
par des gens du régime en place. Alors, chers amis invités, je crois que M. Yakadia avait la parole. M. Yakadia. Oui, merci M. Zinsou. Et en ce qui concerne le maire honorable, le maire Séverin Adjovi, d'abord, il oublie son statut. Il oublie d'abord qu'il est maire d'une grande ville comme Ouida. Il oublie sa personnalité. Et en fait, il oublie qu'il incarne toute la ville de Ouida. Qu'est-ce que je m'en vais dire par là? Il fait honte d'abord à sa famille politique, il fait honte à sa population de Ouida et il fait honte à la nation béninoise. Parce que ce maire, Séverin Adjovi, était dans les couloirs de la Sénat avec moi et notre candidat il y a quelques semaines pour venir déposer le dossier d'un candidat où ils avaient même oublié le certificat de résidence, la preuve de résidence du candidat Sébastien Adjavon. Il était reparti sans le candidat. Il a laissé le candidat dans les couloirs de la Sénat et il est parti avec l'honorable Janvier Yawédéou. Et tout ceci se passait à nos yeux, devant nous. Mais aujourd'hui, ici, M. Séverin Adjovi vient dire encore au peuple béninois qu'il n'a pas encore présenté un candidat au peuple. C'est du clientélisme. Ça fait honte. Où est la morale? Où est l'éthique? La politique, quand même, c'est l'éthique aussi. La politique, c'est la morale qu'on va enseigner à la jeunesse. Simplement, je ne vais pas perdre tout le temps. Je vais permettre à ce que tout le monde parle, tout le monde intervienne. Mais quand même, Séverin Adjovi n'a qu'à savoir qu'il fait honte à toute une jeunesse. Il fait honte à la mairie qu'il incarne, à sa famille politique. Et c'est dommage. Chacun est libre de choisir. Mais quand on choisit, on assume ses responsabilités. Quand on choisit, on reste. Mais il fait preuve de quelqu'un, du clientélisme. Il fait preuve de la démarche politique. Il devient un démarcheur. Quelqu'un, une marchandise qu'on peut démarcher. Et ça fait honte. Parce que ça ne donne aucune leçon à nous jeunes qui entendons faire comme eux demain, qui entendons prendre la reine du pays comme ils le font aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Vraiment, je m'indigne de ces propos. Ouais, c'est un peu sévère, hein, M. Yakabia. C'est un peu sévère. C'est un peu sévère de votre part. Écoutez, chers amis invités, c'est vrai que les avocats pour parler de candidat Pascal Irénée Koupaki. Chers amis, avant peut-être de prendre votre auditeur, chers amis, dites-nous, juste le lendemain du lancement de la campagne électorale, on a constaté que Cotonou est bourré de t-shirts jaunes à l'effigie du candidat Irénée Koupaki, qui est soutenu par le professeur Albert Thévoïdré. Pensez-vous, M. Galilée, que Pascal Irénée Koupaki pourrait se retrouver dans le tiercé gagnant de cette élection du 6 mars prochain? Bon, merci M. Zinsou pour cette question. Honnêtement, parlant avec les sondages qui nous viennent du pays, nous ne voyons pas Pascal Irénée Koupaki dans le tiercé et nous ne le voyons pas aller au second tour. Vous voyez, sans prendre parti, c'est vrai. La campagne est ouverte, l'élection est ouverte, mais bon, c'est quand même, à premier abord, il y a quand même un lot de candidats qui se dégagent. Et dans ce lot qui se dégage, nous avons le candidat Lionel Zinsou, le candidat Abdoulaye Biotchané, le candidat Sébastien Adjavon. Vous voyez, et les informations qui nous viennent du pays et que nous essayons de recevoir au jour le jour ne font que confirmer ce TSC gagnant pour le moment. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est que encore le début de la campagne, il nous reste encore quelques jours. Et bon, et aussi, le vrai problème, c'est quoi? L'élection, c'est une personne dans son urne, dans son isoloir, et avec son bulletin. Donc, on ne pourra pas savoir quoi que ce soit avant le jour des élections. Donc, que ce soit la campagne, les propagandes, l'argent qui est distribué, les t-shirts, les affiches, tout ça pour le moment, ce n'est rien, ce n'est pas encore ça qui décide de quelque chose, puisque c'est le jour de l'élection même que si déjà on voit que de manière officielle, Adjavon, et je dis le maire plutôt Adjovi, qui supportait Adjavon, se retourne sa veste déjà,
à plus forte raison les populations le jour du vote. Vous voyez, donc je pense que c'est quand même ouvert, mais personnellement, nous ne voyons pas le candidat Pascal Irénée Koupaki aller quelque part. Voilà, merci à vous. Monsieur Ouessou, une marée jaune à Cotonou juste au lendemain du démarrage de la campagne électorale. Pensez-vous que Irénée Koupaki pourrait faire le jeu pour ce dossier aussi à 6 secondes où il y a Oui, bon, vous savez, les élections, c'est pas Cotonou seul qui les fait. Cotonou a beau avoir des couleurs jaunes, arc-en-ciel ou j'en passe. Irénée Koupaki a intérêt, s'il veut avoir sa place dans le peloton de tête, il a intérêt à battre une campagne de proximité. Il a intérêt à aller dans les coins, les recoins du pays. Cotonou, s'il doit se camper seulement sur Cotonou, je pense que le poisson est noyé dans l'eau depuis. Alors moi, je pense que ce qu'il a à faire actuellement, c'est de réunir son équipe et de voir vraiment d'étudier si vraiment ça vaut la peine d'aller de l'avant. Le professeur Tevodia avait déjà prédit quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne s'entendent pas dès maintenant pour se mettre ensemble avec ABT et puis travailler ensemble au lieu d'être comme deux lièvres qui font deux choses à la fois. Se concentrer sur une seule personne, si c'est lui qui sera la tête de cette coalition ABT-PIC, ou bien si c'est ABT qui sera la tête de cette coalition-là, que deux s'entendent, se mettent ensemble pour dégager quelqu'un et pour aller au combat. Au lieu de, moi, j'aime pas quand on divise le vote, parce que là, ils sont en train de diviser le vote. Pourquoi ne pas se concentrer sur un seul objectif, sur une seule personne, et essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la victoire soit de leur côté. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie. Faut pas perdre de l'énergie, faut pas perdre de l'argent pour rien. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, se mettre ensemble pour mieux gagner. Voilà, pour mieux gagner. Monsieur, merci à vous, monsieur Makwessou. Monsieur Yakadia, rapidement, parce que là, nous sommes presque à la fin de notre émission. Monsieur Yakadia, si vous le permettez rapidement, on a constaté un ralliement de taille pour monsieur Pascal Koupaki, le candidat Pascal Koupaki, le ralliement de dame Mariam Boni Diallo, qui normalement est un allié du président Yahi Boni. Qu'est-ce qui explique cela? Et pensez-vous également que Koupaki pourrait faire le jeu et se retrouver sur le tour? Et moi, je ne peux pas me mettre dans la position de voir déjà les pourcentages ou bien les ralliements, à la base des ralliements, parce que l'échiquier de notre pays a toujours démontré que d'abord, les consignes de vote ne sont pas tout le temps respectées. Encore, cette élection sera une élection vraiment différente parce que les acteurs qui étaient tout le temps en jeu ne sont plus. C'est-à-dire, je veux parler de Maître Adrien Mbedi, de Benoît Moussou, de même Yahi Boni en question. Soglo, il s'est fort Dieu donner Soglo. Ils ne sont pas dans le jeu. Nous avons de nouvelles têtes maintenant cette fois-ci. Alors, l'autre chose que je tiens aussi à souligner, c'est il est vrai, on a tout le temps vu les ralliements dans ce pays. On a vu les alliances. Malheureusement, ce qu'on lit plus sur le terrain aujourd'hui, malgré que je sois du bord de talon, c'est que nous sentons tous, avec tout le peuple, qu'il y a une forme de pression qui s'impose, qui veut faire en sorte que ce soit un et un seul candidat qui tiennent tête à tout le monde. C'est ça le problème. Parce que ce soit Koupaki, Talon, Adiavon, je suis en train de voir décider à l'avenir que leur chance est très peu. Pourquoi? Parce qu'au contact des populations, ils font de leur mieux. Malheureusement, l'autre chose que vraiment je tiens à souligner, c'est que toutes ces institutions, toute la machine de l'organisation, de la surveillance, de la proclamation des résultats sont au service
C'est ça ce que je déplore. Et c'est ça ce que ça m'amène à dire qu'ils ont peu de chance à passer très loin. Parce que ces gens, bien qu'on n'a même pas fait les élections, ils nous donnent déjà un chaos. Ils nous stipulent, ils font penser à tout le peuple que oui, c'est ce qui va se répéter, ça va se passer, parce que 1 plus 1 plus 1, 3 est plus fort que demi. Donc, on aura un chaos. Ils sont en train déjà de faire en sorte que la population s'imprègne de ça déjà. Donc, moi, je doute beaucoup sur des élections crédibles à Cotonou, ce qui fait que les ralliements m'importeraient très peu à cet dernier moment. Voilà ce que je peux dire. Monsieur, si je peux me permettre, s'il vous plaît, chers amis, rapidement, nous allons rentrer en contact avec notre envoyé spécial de l'autre côté du Bénin. Je vais nommer Danny Ange, qui est en ligne actuellement depuis Cotonou. Voilà. Danny Ange, dites-nous, c'est vrai que vous êtes actuellement à Cotonou ou c'est quelque part au Bénin. Dites-nous quelle est l'ambiance qui règne actuellement après le lancement de cette campagne électorale dans le compte de l'élection présidentielle du 6 mars prochain. Si cela est resté sous couvert du lancement officiel de Canal 3 Wama qui permettra simplement aux auditeurs, aux téléspectateurs du septentrion donc de campagne. Autre chose que nous pouvons noter dans le zoo, sur le chemin de retour vers Cotonou, à Ken attendait un meeting prochain, plaise à Dieu, tout se déroulerait pour que le nouveau président puisse penser réellement au développement du Bénin, puisque juste là, 10 ans passés sous Yahi, il n'y a pas eu grand chemin. À vous là. Pour joindre l'honorable Badamonsi ont été vains et n'a pas répondu à notre appel par rapport à ce dossier et a carrément dit qu'il ne souhaite pas se prononcer. La situation est très dure et que certains hommes politiques qui ne veulent pas se ranger aux côtés du pouvoir en place sont véritablement en difficulté et certains événements. Écouter une partie de la société civile, l'antenne régionale de Parakou ou du Borgo-Albori se réunirait à Parakou au centre Don Bosco, eh bien, pour dire tout ce qui se passe. Vous trouvez Bobby sain et sauf d'ici quelques jours et nous souhaitons également à tous nos compatriotes de l'autre côté d'être en paix et de ne pas s'affoler car... Okay, merci à vous Dali Ange, bon séjour au Bénin. www.fmliberté.com. Chers amis invités, Monsieur Sagboran Galilée, je m'excuse beaucoup, vous aviez la parole au moment où nous recevions notre correspondant depuis Cotonou. Oui, je profite également de l'occasion pour vous dire que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Vous pouvez profiter de cette prise de parole et conclure également à votre niveau. Tout à fait. Bon, ce qui est sûr. Avant de conclure, j'aimerais quand même réagir au propos de M. Yankadia, qui avant que Danny Ange ne prenne la parole, était en train de dire que malheureusement, tout l'organe d'organisation des élections était entre les mains d'un individu et que nous ne savons encore à quel fin cela sera voué, vous savez, mais je pense et je déplore cette manière de penser parce que quand même nous sommes dans un état de droit, quoi qu'on le dise, le Bénin est un état de droit et il a des institutions qui sont mises en place pour organiser les élections. Donc ça veut dire que étant donné qu'il est un soutien du candidat Talon, est-ce qu'il est en train de dire par là que son candidat n'a pas déjà vaincu aux élections? Puisque je pense qu'en étant candidat à une fonction présidentielle, on part dans l'optique de gagner. Mais son langage ne traduit pas du tout la volonté de gagner, mais plutôt déjà essaie de justifier déjà une certaine défaite qu'ils sont en train d'anticiper. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Mais aussi, je profite de l'occasion pour vous remercier, M. Zissou, pour cette opportunité que vous nous avez donnée de discuter de l'élection présidentielle au Bénin. Et en mot de fin, nous allons appeler tout un chacun de nous, ici de la diaspora et aussi des Béninois, au pays, au calme, que cette période, qui est une période très sensible, puisse être vraiment se passer dans la paix, que les élections puissent se passer à bonne date et que les Béninois sortent massivement, aller récupérer leur carte d'électeur.
parce que sans cela, ils ne pourront pas voter le 6 mars. Et s'ils ont quelque chose, bon, on dit le président Yaya Boni n'est pas aimé par-ci, n'est pas aimé par-là, on dit c'est la continuité de Yaya Boni. S'ils veulent s'exprimer, c'est le 6 mars qu'ils vont s'exprimer. Ils n'ont qu'à aller prendre leur carte d'électeur et s'exprimer le 6 mars. Ce qui est sûr, nous appelons tout le monde, tous les candidats à la paix, des propos de paix. Évitons des propos xénophobes, évitons les propos régionalistes. Le Bénin, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest. Ce n'est pas le Bénin du Septentrion, ce n'est pas le Bénin du Zou, non. C'est le Bénin tout entier. Nous sommes tous les mêmes et je vous remercie. Merci à vous, monsieur Galilée Samora. Monsieur Yakadia, rapidement, mot de fer. Bien, je ne vais pas tergiverser. Merci au promoteur de la radio et à toute son équipe de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer ce soir sur les antennes de la radio. Ça, c'est très bien et je vous en remercie vivement. Deuxième chose que je tiens, c'est mon prédécesseur a beaucoup souligné. Il faut d'abord sortir, aller retirer les cartes d'électeurs. J'ai déjà retiré la mienne. Il faut que chaque Béninois qui veut vraiment construire son pays, qu'il fasse l'effort d'aller chercher sa carte d'électeur, histoire d'abord d'être en mesure de voter. Et pour finir, dire que les institutions, je ne réponds pas à mon ami, mais je suis en train de lui notifier ma position. Dire que les institutions sont favorables à un individu ne veut pas dire que les élections sont gagnées à l'avance. Non, nous ne sommes pas en poursuite de démission, de désistement, ni d'être vaincus à l'avance. Mais seulement qu'il n'y a pas de condamnation au niveau qu'on voit au niveau de ces institutions à travers les actes que certains partisans d'un candidat posent sur le terrain. Parce que c'est des choses qui devaient être énoncées par ces institutions-là. Voilà, merci à vous. Merci à vous, monsieur Yakadia. Monsieur Makwessou, c'est avec vous que je vais clôturer cette émission. Monsieur Makwessou, votre mot de fer rapidement. Écoutez, avant de conclure, je tiens à remercier les promoteurs de cette radio. Merci d'avoir pensé à nous, c'est vraiment apprécié. Ces gens d'initiative, il faut les soutenir et je pense que de mon côté, vous avez mon entier soutien par rapport à tout ce que vous faites. Pour revenir à notre débat d'aujourd'hui, je pense que ce que M. Yakadia voulait dire, je ne sais pas que je suis en train de le défendre, mais je vais reprendre autrement. Je pense qu'au Bénin, notre problème, le gros problème au Bénin des élections, c'est la manière dont nous organisons ces élections-là. Il faut qu'on arrête dans le temps de confier l'organisation des élections aux politiciens. Parce que si on confie l'organisation des élections, la Sénat ou d'autres organisations aux politiciens, ces politiciens sont redevables à leur camp. Et nous sommes dans des pays où les choses se font autrement. Ici, au Canada, c'est le directeur général des élections qui est une entité indépendante, complètement indépendante, qui organise les élections. Ce n'est pas des politiciens. Et ça se fait très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réinventer la roue? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ça dans les prochaines années? Donc, moi, mon vœu, qu'au Bénin qu'on en arrive là, c'est que moi, j'étais déplorable, j'étais un peu frustré quand j'ai vu le président Rwanda Bla se présenter au meeting de M. Lionel Zissou et du PRD et appelant au chaos. Un président qui organise des élections qui va parler du chaos, ça n'a pas de sens, voyons. Vous comprenez? Donc, il faudrait que dans les prochaines années, qu'on ait une institution forte, indépendante, fiable, crédible pour organiser nos élections. Et l'autre chose aussi, je vais appeler aussi, nous au Bénin, qu'on essaye d'aller chercher des candidats, d'aller chercher les oiseaux rares. Il faut des gens qui sont sur le terrain. On peut choisir des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent nos mentalités, qui connaissent nos réalités, qui peuvent vraiment faire la chose. Je suis en train de lancer des appels à personne, mais c'est mon manière de voir les choses. Aussi, je vais appeler les uns les autres qu'ils sortent pour aller chercher leur carte d'électeur. On n'est pas contre, on est contre la manière dont nos politiciens gèrent le pays. La manière de les sanctionner, c'est aller voter contre eux. Il faut aller voter.
allez chercher vos cartes d'électeurs. Sortez, allez chercher vos cartes d'électeurs et sanctionnez-les. Écoutez, merci à vous, chers invités. Amis auditeurs de FM Liberté, radio de la diaspora africaine, c'était la parole à la diaspora de Sérégie. Parole à la diaspora, receveur, M. Galilée Sagouran, averti de la vie politique béninoise. Il était dans ce débat avec nous. Également, M. Hervé Yankadia, qui réside à Chicago, aux États-Unis. M. Yankadia, il est étudiant en communication politique. Il est également le coordonnateur de la section USA de M. Patrick Talon, le candidat Patrick Talon également. Et là, nous avons enfin M. Mac Wessou qui est un Béninois de la diaspora et réside à Montréal, au Canada. Mac Wessou, averti également de la vie politique béninoise. Il intervenait dans ce débat avec nos chers amis. Une fois encore, merci d'avoir pris le rendez-vous. C'était la parole à la diaspora. Vu la tension qui monte actuellement au Bénin, nous, de la diaspora, nous souhaiterons que cette campagne qui a débuté dans une ambiance festive se termine ainsi, sans un incident à regretter, car après tout, la campagne électorale est une fête de la démocratie et que le meilleur candidat gagne dans les urnes. Une fois encore, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. Au micro, c'était Bobby Arius Zinsou. Je suis votre serviteur de tous les lundis. Merci et portez-vous bien. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.